Bonjour, je m'appelle Muriel Tréviche, je travaille pour Amnesty International France et je travaille là-bas sur les questions d'acteurs économiques et droits humains. Et donc par ça, on entend les questions de responsabilisation des entreprises par rapport à leur impact sur les droits humains. Quand leurs opérations violent les droits humains, à ce moment-là, comment on fait pour pouvoir les poursuivre en justice, pour pouvoir s'assurer que les victimes aient accès à la justice. Donc voilà, et on voit, je vais vous expliquer ça plus en détail, mais on voit que pour le moment c'est encore très difficile pour beaucoup de personnes. Et donc voilà, moi je travaille sur ces questions-là, à Paris. Donc, sur ces questions de responsabilité des entreprises, un des cas les plus emblématiques finalement, c'est la catastrophe de Bhopal. Donc, Bhopal, c'est une ville en Inde. Déjà, je voudrais bien savoir qui a déjà entendu parler de Bhopal, qui sait à peu près ce que c'est. Vraiment. Ok. Alors Bhopal, en fait, c'est une ville en Inde. Et en 1984, une usine de pesticides était installée là-bas. Et dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984, il y a un accident dans cette usine de pesticides. Dans cette usine de pesticides, il y a une fuite de gaz qui s'échappe. Et en fait, une fuite de gaz très toxique. Et donc, en fait, dans la nuit, il y a déjà beaucoup de personnes qui tombent malades, beaucoup de personnes qui meurent sur le coup. Et on estime qu'en fait, en 3 jours, il y a plus de 10 000 personnes qui sont mortes du fait de cette fuite de gaz. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, le bilan en termes de victimes, on en est à 22 000 morts et 570 000 personnes qui sont tombées malades, qui ont été affectées par cette catastrophe. Donc on voit en fait, cette catastrophe de Bhopal, c'est une des plus grandes catastrophes industrielles au monde au XXe siècle. Donc voilà, donc là c'était les premières photos au moment de... Donc ça c'est le site industriel de Bhopal, et ça c'est les premières photos au moment de la fuite de gaz. Donc voilà, donc c'est ça voilà, le désastre de Bhopal, 10 000 morts en 3 jours, pour 22 000 morts en 30 ans. Parce que forcément, vu que c'était des gaz toxiques, il y a certaines personnes qui ne sont pas mortes sur le coup, mais qui au fur et à mesure ont développé des cancers, des problèmes respiratoires, des problèmes pulmonaires. Et donc voilà, on en est à 22 000 personnes aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, c'était une des premières photos qui a été faite au moment où ils étaient encore en train de récupérer les corps et d'essayer de les enterrer. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Bhopal? Aujourd'hui à Bhopal, pas grand chose de positif s'est passé depuis, parce qu'en fait le site industriel n'a jamais été décontaminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes qui vivent à Bhopal continuent de vivre dans un endroit qui est contaminé. Les sols sont contaminés, l'eau est contaminée. Donc, parce qu'en fait, au moment où l'usine de pesticides avait des déchets toxiques, forcément, elle les a laissés là. Et donc, tout le monde a abandonné le site, les déchets toxiques sont restés là. Donc, l'entreprise qui gérait le site ne l'a pas décontaminé. Et donc les populations aujourd'hui, elles vivent sur des sols, elles boivent de l'eau qui est polluée. Et par exemple, il y avait eu quelques analyses justement des sols, quelques analyses de l'eau. Et on voyait que surtout, par exemple, ils avaient fait une analyse du lait maternel et du lait des vaches, parce que le bétail continuait de brouter un peu sur même le site de l'usine. Et en fait, les taux de mercure qu'on pouvait trouver dans le lait était extrêmement élevé. Donc aujourd'hui, en fait, ce que les habitants de Bhopal disent beaucoup, c'est qu'il y a eu une première catastrophe la nuit de la fuite de gaz, mais depuis 30 ans, en fait, il y a une deuxième catastrophe qui continue d'avoir lieu, avec cette pollution qui les impacte directement. On a aussi une question et c'est surtout ça le cœur du problème, finalement, une question de problème de justice, d'accès à la justice. C'est-à-dire que, d'un point de vue déjà purement financier, on a souvent, quand on a des catastrophes comme ça, les personnes responsables vont un peu faire un accord avec les victimes, un accord de dédommagement, de réparation financière. Puisque ces personnes sont tombées malades, sont maintenant handicapées, elles ont perdu plusieurs membres de leur famille, elles ne peuvent plus travailler. Donc, typiquement, il y a des accords de dédommagement. Ce qui s'est passé dans le cas de Bhopal, c'est qu'en fait, en 1984, la catastrophe a lieu.
En 1986, le gouvernement indien réclame à l'entreprise responsable du site, qui est une entreprise américaine, qui s'appelle Union Carbide. Donc elle lui réclame des compensations financières qui étaient à hauteur de 1 milliard et 300 millions de dollars à l'époque. 3 ans plus tard, l'accord de compensation est signé et on est tombé à 470 millions de dollars. Le problème, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. Les victimes n'ont jamais été impliquées dans les négociations de l'accord. Et donc, c'était vraiment un accord entre gouvernement indien et entreprise pour cet accord. Donc, au final, les victimes, en fait, ont reçu 500 dollars à peu près par personne pour tout ce qu'elles ont perdu. Et en fait, en 2002, par exemple, il y a une des porte-paroles du groupe de l'entreprise qui avait dit publiquement 500 dollars, c'est très bien pour un Indien. Donc on voit bien qu'il y avait cette question de dédommagement très très faible. Et en même temps, ces dédommagements, ils étaient basés sur des estimations très faibles du nombre de victimes. C'est-à-dire qu'à l'époque, en 1989, quand l'accord de dédommagement est signé, on pense encore qu'il y a eu 3000 morts, il y a eu 3000 personnes qui sont mortes et 100 000 personnes qui sont affectées par la catastrophe. En fait, aujourd'hui, on sait que c'était 22 000 morts et 500 000 personnes. Donc non seulement les compensations par personne étaient très faibles, mais aussi on avait un nombre très limité de personnes qui ont pu aussi obtenir de l'argent. Donc ça, c'était la partie compensation financière. Mais la partie plus juridique, c'est celle qui est très intéressante parce qu'en fait, c'est là le cœur du problème. Si aujourd'hui, on en est à une situation extrêmement grave d'un point de vue de pollution du site, d'un point de vue de compensation financière pour les victimes qui est très faible, c'est parce que les entreprises impliquées ont toujours refusé de se présenter à la justice, elles ont toujours nié leur responsabilité dans la catastrophe. Et c'est là qu'on voit, on voit toute la situation et toute la difficulté à laquelle on se trouve quand on est face à des questions d'entreprises qui sont responsables de violations des droits humains. Parce qu'en fait, donc, la compagnie en Inde, l'entreprise qui gérait le site, c'était une entreprise indienne qui s'appelait Union Carbide India. En fait, cette compagnie indienne, elle était détenue par une entreprise américaine, une entreprise chimique, donc Union Carbide. L'entreprise américaine, elle contrôlait le site industriel indien. Elle savait ce qui se passait, elle savait très bien qu'il y avait des problèmes de sécurité dans le site, elle savait très bien qu'il y avait des gros risques d'accident, mais elle n'a rien voulu faire parce que ça allait lui coûter de l'argent. Et bon, de toute façon, c'est en Inde, ce sera loin, au pire, il se passera quelque chose, tant pis. Et donc aujourd'hui, en fait, dès les débuts de l'affaire, il y a eu le gouvernement indien, les victimes ont essayé de poursuivre en justice l'entreprise américaine qui, de fait, gérait le site, était responsable du site. Et en fait, l'entreprise américaine a toujours dit que c'était pas son problème. Elle détenait en partie l'entreprise indienne, mais c'était pas elle qui la gérait, puisque c'était sa filiale. Et donc elles sont autonomes, indépendantes juridiquement. Et donc là, on voit le gros problème dans le sens où, de fait, il y avait beaucoup de liens entre ces deux entreprises, mais d'un point de vue juridique, Union Carbide, elle a toujours refusé de dire que juridiquement, elle pouvait être liée entre les deux. Donc ça, c'était un peu la première partie du problème. En 2001, Union Carbide a été rachetée par une autre entreprise américaine qui s'appelle Dow Chemical. Et donc Dow Chemical, c'est une des plus grandes entreprises chimiques au monde, aussi une entreprise américaine. Depuis 2001, en fait, Dow Chemical, elle a le contrôle total sur Union Carbide. Donc en rachetant Union Carbide, elle a racheté ses propriétés, elle a racheté ses opérations, et donc de fait, elle a aussi racheté le site. Et elle a aussi racheté les responsabilités de Union Carbide. Et donc en fait, depuis 2001, Dow Chemical, elle aurait le pouvoir, elle aurait la capacité d'obliger les responsables de Union Carbide à se présenter en justice. Elle a la capacité de décontaminer le site. Elle a la capacité de dévoiler le contenu du gaz. Parce qu'en fait, en 1984, il y a une fuite de gaz toxique. Les médecins qui sont sur le terrain et qui voient les dégâts du gaz appellent Union Carbide, donc qui gérait l'usine, pour leur demander, il y a une fuite, il y a des gens qui tombent malades, nous, il nous faut la composition du gaz pour savoir comment soigner les gens. L'entreprise américaine a refusé de donner la composition du gaz et elle a dit que c'était un secret commercial. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas pu, les médecins n'ont pas pu vraiment développer ou donner le bon antidote, donner les bons traitements médicaux, parce que l'entreprise a refusé à l'époque, et refuse toujours, de donner la composition exacte
du gaz. Donc vraiment, on est dans des situations où l'entreprise américaine refuse vraiment toute coopération, alors qu'on est dans des questions de vraiment droit à la vie, accès à la santé, et donc vraiment dans des situations aussi graves que ça. Donc voilà, donc on a toute cette partie de problème d'accès, de poursuite en justice, d'accès à la justice pour les victimes, parce que ce sont des entreprises qui profitent de leur position pour échapper à la justice et pour échapper aux tribunaux. Donc face à ça, qu'est-ce qu'on fait ? Face à ça, en fait, il y a beaucoup de mouvements de militants, de mouvements d'activistes qui se sont développés, à Bhopal forcément en Inde, mais aussi, bien entendu, dans le monde entier. Donc déjà, en fait, ça c'est une photo qui date des années 80, ouais, des années 80 je crois. Et donc voilà, des premières manifestations à Bhopal. Et en fait, ce qui est très intéressant dans les mouvements d'activistes, dans ces mouvements de victimes, c'est que souvent, en fait, ils ont été menés par des femmes et par les enfants des victimes. Et donc en ça a été aussi un beau symbole, dans le sens où c'était des femmes qui avaient perdu leurs enfants, leurs maris, leurs époux, et qui se sont rendus compte de l'injustice de ce qui s'était passé. Ils ont voulu agir, et donc ils se sont réunis pour essayer de poursuivre en justice, Dow Chemical et Union Carbide, faire pression sur le gouvernement indien pour que lui-même poursuive en justice ces entreprises, garder la mémoire aussi, parce que c'est ça, c'est quelque chose qui est arrivé il y a 30 ans. Et donc, il y a 30 ans, beaucoup de gens pourraient penser c'est arrivé il y a 30 ans, on imagine que depuis ça s'est résolu. Enfin, le site a été décontaminé parce que le bon sens voudrait ça. Le bon sens, on se dit, les gens ont été dédommagés et maintenant ça va mieux. Mais en fait, non. Et donc, c'est vrai que les mouvements d'activistes à Bhopal ont vraiment fait beaucoup pour un peu garder le nom de Bhopal connu, garder cette réputation, cette idée que Bhopal, c'est équivalent à catastrophe industrielle et à injustice, très vivant. Donc ils ont fait beaucoup pour ça. Ils ont aussi fait beaucoup, en fait, pour chaque petite victoire qui a été obtenue par les habitants de Bhopal, ça a été grâce à ces militants. C'est-à-dire que jusque 2009, en fait, les habitants de Bhopal, qui vivaient à côté du site, continuaient de boire de l'eau contaminée, parce que l'eau de la nappe phréatique était polluée. Et en fait, le gouvernement indien n'avait jamais fourni en eau propre la population. Et donc, pour réussir 23 ans plus tard à obtenir de l'eau non polluée, d'abord on a eu des militants qui ont marché jusque New Delhi, donc c'est 800 km. Ils ont marché sur New Delhi, ils ont manifesté à côté ou autour du palais du Premier ministre pour demander de l'eau propre. Le Premier ministre les a reçus, leur a promis, oui, bien sûr, c'est vrai, on va vous la fournir. 2 ans plus tard, toujours pas d'eau. Donc ils y sont retournés, ils ont demandé un engagement écrit du gouvernement et ils ont réussi à obtenir de l'eau dépolluée pour une majorité d'entre eux. Mais on voit à quel point ça a été difficile. Là, plus récemment, en fait, le gouvernement indien est en train d'essayer de réévaluer l'accord de compensation financière avec l'entreprise américaine. Et donc, s'il le fait, c'est aussi parce qu'en fait, quelques militants ont décidé de commencer une grève de la faim totale, c'est-à-dire sans nourriture et sans eau. Ils ont tenu pendant 5 jours. Et là, ça a aussi beaucoup fait pour que le gouvernement indien agisse et s'engage de nouveau pour évaluer le nombre de victimes. Alors, au niveau mondial, en fait, encore une fois, donc, c'est les associations de victimes de Bhopal qui sont très en lien, elles-mêmes essayent de voyager ou de sensibiliser le monde entier à cette situation. Et dans ce cadre, elles sont soutenues par des citoyens qui sont personnellement très, très intéressés, très touchés par cette situation, mais aussi par d'autres ONG. Et là, par exemple, c'est le rôle d'Amnesty International. Donc, Amnesty International, dans ce cadre, en fait, nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est on essaye de relayer le message, parce que, de manière très concrète, un message qui est porté par des habitants de Bhopal et par Amnesty,
c'est vrai que Amnesty a une plus grande enfin pas d'influence, mais d'impact, une plus grande portée. Et donc, c'est pour ça que voilà, des associations, des ONG internationales peuvent aider à relayer ce message. Amnesty, par exemple, a aussi beaucoup fait en termes de pression sur les gouvernements, pression sur les compagnies américaines, des remises de pétitions. Donc voilà, donc là, je vous ai distribué la pétition, faut signer, mais bien sûr, bien entendu, vous n'êtes pas obligé, mais bon, c'est vrai que pour nous, c'est les pétitions, c'est très important parce que c'est vrai que les gouvernements et les entreprises qui font très attention à leur réputation peuvent être très affectés par ces questions de plusieurs milliers de personnes vous appellent à agir en faveur de Bhopal, à décontaminer le site, à juger les compagnies. Et donc c'est vrai que c'est des outils qui sont très utiles. Amnesty International ou d'autres ONG aussi, ce qu'elles peuvent faire, c'est apporter un peu leurs ressources et leur expertise pour faire des études sur le terrain, pour un peu faire des études environnementales sur comment le site est contaminé. Par exemple, Greenpeace avait un peu fait ça à Bhopal aussi. Amnesty, nous, on a plus travaillé sur les questions juridiques de comment, depuis 30 ans, en fait, on a nié tout accès à la justice pour les victimes. Où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir fournir une vraie justice aux victimes. Donc ça, c'est voilà, le travail un peu d'Amnesty, mais il y a d'autres mouvements aussi qui peuvent agir d'autres manières. Et donc sur ça, je vais vous montrer une petite vidéo. Voilà. Donc en gros, ça c'est une vidéo qui a été faite par un groupe d'activistes qui s'appelle les Yes Men. Et en fait, les Yes Men, ils sont très connus parce que ce qu'ils font, c'est un peu des canulars, politiques. C'est-à-dire qu'ils vont se présenter dans des assemblées générales financières, ils vont se présenter comme porte-parole du gouvernement américain. Et ils vont dire, par exemple, voilà, donc le porte-parole, quelqu'un, Yes Man, qui va se présenter comme porte-parole du gouvernement américain, qui va dire, bon bah c'est bon, on va fermer Guantanamo. Et donc c'est vraiment pour montrer, d'un côté, c'est de l'activisme politique via le second degré, le canular, et aussi en montrant que ce qu'on pense de bon sens n'est pas encore arrivé. Et donc ça a eu lieu en 2004, donc à l'occasion du 20e anniversaire de la catastrophe de Bhopal. Et donc, lui, c'est un des membres du groupe d'activistes qui se fait passer pour un porte-parole de Dow Chemical et qui va en fait annoncer que Dow Chemical a décidé d'assumer une responsabilité pour la catastrophe. Ils vont dédommager la population et ils vont décontaminer le site. Now accept responsibility for what you do. Steve, yes. Today is a great day for all of us at Dow, and I think for millions of people around the world as well. It's 20 years since the disaster, and today I'm very, very happy to announce that for the first time Dow is accepting full responsibility for the Bhopal catastrophe. We have a $12 billion plan to finally, at long last, fully compensate the victims, including the 120,000 who may need medical care for their entire lives, and to fully and swiftly remediate the Bhopal plant site. Now, when we acquired Union Carbide 3 years ago, we knew what we were getting, and it's worth $12 billion. $12 billion. We have resolved to liquidate Union Carbide, this nightmare for the world and this headache for Dow, and use the $12 billion to adequately compensate the victims. Jude, that's good news that you have finally accepted responsibility. Some people would say too late, it's 3 years, it's almost 4 years on. When we acquired Union Carbide, we did settle their liabilities in the United States immediately, and we are now, 3 years later, prepared to do the same in India. We should have done it 3 years ago. We are doing it now. And I would also like to say that this is no small matter, Steve. This is the first time in history that a publicly owned company of anything near the size of Dow has performed an action which is significantly against its bottom line simply because it's the right thing to do. And our shareholders may take a bit of a hit, Steve, but I think that if they're anything like me, they will be ecstatic to be part
of such a historic occasion of doing right by those that we've wronged. Just to reiterate what Jude Medestara, the spokesman for Dow Chemicals, has just said. He says that Dow Chemicals now fully accept responsibility for the events in Bhopal. Ce qui s'est passé, donc là, ce qui est assez intéressant dans la vidéo, c'est que ce faux porte-parole dit c'est un événement historique parce que c'est la première fois qu'une entreprise cotée en bourse décide de prendre responsabilité et de faire quelque chose qui va à l'encontre de ses intérêts financiers. Et en fait, en 20 minutes, la cote en bourse de Dow Chemical a chuté de 4%. Donc en fait, on voit à quel point, même si voilà, ça paraît quelque chose d'évident en termes de responsabilité, en termes de bon sens, en termes d'éthique, en bourse, ils n'ont pas eu la même réaction. Et en fait, 2 heures plus tard, Dow Chemical a publié un communiqué de presse officiel disant que c'était faux, que surtout cet homme n'était pas un porte-parole du groupe, et que surtout jamais, ce qu'il avait dit était complètement faux. Dow Chemical n'assumait pas du tout responsabilité, c'était pas leur problème, ils n'allaient pas décontaminer le site, voilà. Et donc, ce qui est assez intéressant avec ce genre d'action, c'est vraiment de mettre en face l'entreprise, de la mettre en face de ses responsabilités et de l'obliger à se positionner publiquement. Parce que souvent ces différentes entreprises, en fait, il y a toute cette question de double image en public. Elles vont se présenter comme très respectueuses du développement durable, très respectueuses de leur impact sur la société, sur les droits de l'homme, sur l'environnement. Et en fait, quand on regarde un petit peu plus, et donc elles vont signer des chartes, elles vont s'engager dans des initiatives volontaires, mais quand vraiment il se passe quelque chose et on leur demande d'un point de vue obligatoire et on leur demande d'assumer leurs responsabilités en justice, de vraiment rembourser les personnes, de dédommager, de réparer, à ce moment-là, on voit ce qui se passe vraiment. Et ce qui se passe vraiment, c'est qu'elles évitent leurs responsabilités. Elles essayent de se dégager de ce problème. Et donc voilà, donc face à ça, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qui est nécessaire ? Et en fait, à Amnesty International ou les victimes de Bhopal, ou beaucoup de personnes qui travaillent sur ces questions disent que ce qu'il faut, c'est passer de tout un système volontaire à un système contraignant. Un système où les entreprises qui agissent de manière négative, qui bafouent les droits humains, doivent répondre devant la justice et ne puissent plus vraiment se dégager de leur responsabilité sous des faux arguments ou sous certains prétextes. Et donc dans ce cadre, en fait, en France, on est en train de faire un premier pas, dans le sens où il y a quelques députés qui vont examiner un projet de loi pour justement lier les compagnies, les sociétés mères et leurs filiales. Quand il y a des violations des droits humains partout dans le monde, si la société mère le savait et si la société mère n'a pas tout fait pour justement éviter ce type d'accident, à ce moment-là, elle pourra être poursuivie en justice. Et donc ça, c'est un premier pas qui est très utile pour pouvoir passer de cette question du volontaire à une vraie question d'accès à la justice, d'engagement obligatoire. Et voilà, pour permettre non seulement aux victimes aujourd'hui de réussir à obtenir justice, mais aussi dans le futur à peut-être mieux prévenir et mieux éviter de nouvelles catastrophes. Et donc pour finir, je vais juste vous montrer une dernière vidéo. Donc ça, c'est un clip en fait que Amnesty International avait fait pour un peu expliquer ces questions d'impunité des entreprises et de respect des droits de l'homme par les entreprises, qui est assez bien fait. Les puissances économiques mondiales sont des États. L'autre moitié, des entreprises multinationales. Entre elles, la concurrence fait rage. Si certaines mettent un point d'honneur à être exemplaires, ce n'est pas le cas de toutes. Pour produire moins cher, pour engranger plus de bénéfices, des entreprises n'hésitent pas à bafouer les droits humains. Mais, sur le grand échiquier planétaire, ces multinationales doivent composer avec les lois élaborées par les États. Censées protéger les citoyens, ces lois sont différentes d'un pays à un autre, plus ou moins strictes, plus ou moins respectées. Parfois, elles se montrent même plutôt conciliantes avec les entreprises.
Tenez, ici un site d'extraction ou de transformation de matières premières dans un pays pauvre. La multinationale, via des filiales ou sous-traitants sur le terrain, bénéficie d'une main-d'œuvre très peu chère, de conditions de travail inhumaines et quasiment d'une impunité juridique. Au bout du compte, un enfant, une femme, un écosystème ou un peuple meurt. Il est presque impossible de faire porter la responsabilité par la maison mère pour les activités de sa filiale ou de ses sous-traitants. Pourtant, c'est bien elle qui donne les ordres et centralise les profits. Alors, qui est responsable? Qui doit rendre des comptes? Si les règles sont contournables, alors elles ne servent à rien. C'est la jungle. Mais tout cela, vous vous en doutiez, n'est-ce pas? Dans ces pays où les multinationales n'ont aucune limite, les peuples luttent pour faire valoir leurs droits les plus élémentaires. Chez Amnesty International, notre combat, ce sont les droits. Quand ils sont violés par les multinationales, notre devoir est de le dénoncer et surtout de forcer les États à légiférer, à faire respecter les droits humains. Vous le savez, votre parole a un poids et c'est votre responsabilité que de l'utiliser. Car aujourd'hui, plus que jamais, des millions de voix réunies savent se faire entendre. L'opinion publique peut renverser des montagnes. En fait, vous avez le choix, celui d'agir, d'être responsable ou celui de ne rien faire, si ce n'est l'autruche. Mais sachez qu'un jour ou l'autre, dans la jungle, personne n'est à l'abri. Merci.